20 minutes de débat et d'éclairage sur les grands thèmes économiques et sociaux, thèmes qui vont notamment marquer la campagne pour la présidentielle. Bonsoir Emmanuel Cuny. Bonsoir Clara, bonsoir à tous. Alors au sommaire ce soir, deux sujets au cœur de l'actualité. Quel avenir d'abord pour le système de santé français à l'heure de la polémique sur le programme de François Fillon? Et puis tout d'abord Emmanuel, la mobilisation des VTC et l'impact de ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie. Oui, les voitures de transport avec chauffeur de nouveau mobilisées, on le voit. Cette fois, ce ne sont pas les taxis qui protestent contre les VTC, mais les VTC qui pestent contre leurs employeurs, les plateformes de réservation. Trop de charges à payer. Alors jusqu'à présent, ces nouveaux acteurs se présentaient comme les chantres de la nouvelle économie, synonyme de liberté d'entreprendre. Finalement, une nouvelle économie, on le voit, rattrapée par les réalités de la vie. Alors, ubérisation de l'économie en général, création ou destruction de valeur et d'emplois, on met carte sur table avec nos invités. Et pour en débattre justement ce soir, Jean-Hervé Lorenzi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Cercle des économistes. Face à vous, Jean-Marc Daniel, bonsoir. Bonsoir. Du think tank Institut de l'entreprise. L'ubérisation, on en a donc reparlé cette semaine avec la mobilisation des VTC, vous le disiez Emmanuel, en colère contre les marges grandissantes de leurs employeurs, des plateformes de réservation. Ras-le-bol général en ce moment exprimé par ce chauffeur de taxi, écoutez. La seule chose qu'ils font, c'est de nous mettre en relation avec le client. Au niveau de la commission, 20% déjà, c'était énorme. On a joué le jeu. Maintenant, ils sont passés à 25%. Ils ont baissé le prix de la course minimum. Ils organisent une discussion avec les syndicats. On sait comment ça va se finir. Ça va se finir à leur sauce. Donc, on va continuer. S'il faut rester 2 mois, on restera 2 mois. Voilà pour la colère des chauffeurs. Alors, ce n'est qu'une partie de la problématique. Cette semaine, une étude de l'assureur Crédit Coface montre comment l'ubérisation, comprenez la transformation numérique de l'économie, comment donc elle crée plus d'emplois qu'elle n'en détruit. Jean-Hervé Lorenzi, peut-on réellement mesurer l'impact de cette mutation? Oui, j'ai regardé cette étude qui est très sympathique. Simplement, elle est, j'allais dire, très simpliste. Elle prend... vous avez dit l'ubérisation, c'est la numérisation de l'économie. Oui. Et en fait, le vrai sujet, c'est ce que la numérisation de l'économie, pour le moment, crée plus d'emplois qu'il en détruit. Évidemment qu'il en détruit plus, tout le monde le sait. Je veux dire qu'il en crée. Dans le secteur particulier des VTC, comme il y avait tellement besoin de taxis et de transports en France, que vous vous souvenez qu'il y a à peine, je crois, 18 000 taxis à Paris, qu'on en a créé très très peu. Donc évidemment, ça crée des emplois. Même chose pour Airbnb, où vous avez à Paris, vous avez une demande de plusieurs milliers, je crois que c'est 7000 chambres d'hôtel, ou l'équivalent de chambres d'hôtel. Donc évidemment, ça crée des emplois. Mais le sujet, c'est cette affaire de VTC qui est importante, sympathique, mais elle est notamment, très limitée. C'est pas la numérisation de l'économie. Jean-Hervé Lorenzi, Coface dit notamment qu'entre 2013 et août 2016, les faillites de taxis en Ile-de-France ont augmenté de 135%, mais sur la même période, la création de VTC a été multipliée par 7, ce qui a, dit Coface, largement compensé l'augmentation des défaillances. D'accord, pas d'accord, Jean-Marc Daniel? Non, je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire Jean-Hervé Lorenzi, parce que ça crée des emplois, ça change la nature des emplois, ça bascule les emplois vers d'autres types d'activités. Mais pourquoi est-ce que ça crée des emplois? Parce que ça accroît la concurrence. Et quand vous augmentez la concurrence, vous faites baisser les prix, vous transférez du pouvoir d'achat vers les consommateurs et vous augmentez immédiatement la demande. Dans le cas des taxis, les taxis ont perdu des parts de marché, mais sur un marché qui s'est considérablement accru. C'est-à-dire que le service qui a été rendu à la société par le mécanisme d'ubérisation et de numérisation a été de rendre la course globalement moins chère et donc de permettre à tout un tas de gens d'accéder au transport par l'intermédiaire de taxis VTC. Mais les rentiers dans tout ça alors? Et donc les rentiers perdent leur rente, c'est le but du système. Le but du système, c'est de faire en sorte qu'on donne du pouvoir d'achat aux consommateurs, de passer d'une économie où des gens accaparent une partie de l'efficacité de l'économie pour en faire bénéficier l'ensemble de la société. Jean-Hervé Lorenzi, principe schumpeterien, la destruction créatrice? Non mais Jean-Marc me fait dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment que les VTC ont créé plus d'emplois que les disparitions de taxis, et évidemment que Airbnb crée des emplois, c'est une évidence. J'ai juste dit que si je prends la numérisation de l'économie, aujourd'hui la transition, c'est un sujet qui excite beaucoup tous les économistes, et Jean-Marc en est un des plus brillants, donc il fait un peu le libéral excessif, mais dans les faits il est bien meilleur que ce qu'on peut penser. Il est évidemment que pour le moment il y a un problème de transition qui était une transition plus compliquée. C'est tout ce que j'ai voulu dire, et aujourd'hui, dans le domaine précis d'endroits où il y a une telle demande et ça a été tellement contraint, c'est le problème des taxis et des transports à Paris, évidemment que ça crée des emplois. Non, je pense qu'on assiste à une mutation technologique. Il y a eu un exode rural, il y a eu un exode industriel. Maintenant, il y a un certain nombre d'activités de services qui sont en train de changer. Mais cette mutation va se traduire par
encore une fois, une augmentation du nombre d'emplois. Ce qui est important d'ailleurs, c'est dans le type de relations qui vont se nouer. C'est-à-dire que vous avez parlé d'employeurs, je crois qu'on va plutôt vers une société où on aura plus de clients que d'employeurs. Cette formule d'ailleurs, c'est le président de la République qui l'avait utilisée à l'occasion de ses vœux au Conseil économique, social et environnemental de cette année. Et donc cette société des clients, elle est plus encore valrassienne que schumpeterienne, si on doit faire... C'est-à-dire Walras, c'était un économiste à la fin du 19e siècle qui avait théorisé la concurrence pure et parfaite et qui avait bien montré que cette concurrence était à la fois porteuse de croissance économique, de bien-être par le pouvoir d'achat et de mutation permanente par la pression que l'on faisait sur les entreprises pour faire de l'innovation. Et c'est ce qui C'était le défenseur de la rente, finalement. Walras. C'était le destructeur de la rente. C'est-à-dire, il disait il faut faire de la concurrence pour détruire la rente que les économistes classiques avaient identifiée. Sauf que ça, c'est la version, je vais dire, très abstraite des sujets. Toute l'histoire des 2 siècles qui sont écoulés sont évidemment des progressions. L'innovation, c'est une bonne chose. Le numérique, c'est formidable. Simplement, la transition, qui peut durer plusieurs années, nous sommes en pleine transition, est évidemment plus compliquée. Parce que le jour où on substitue des machines aux individus, c'est pendant une période... Alors, comment on accompagne ? Comment on accompagne ça concrètement ? Parce que le mouvement est devant nous. D'autres pays sont peut-être plus avancés que nous, d'ailleurs, en la matière. Pas tellement. Si on fait un peu de benchmark international de comparaison. On est assez, en tout cas sur des sujets comme l'ubérisation, disons, traditionnelle, enfin la plus simple, taxi, etc., Airbnb, on est absolument en tête mondiale du sujet. Je rappelle à mon ami Jean-Marc qu'il y a beaucoup de régulations qui sont mises en œuvre, et notamment dans des villes qui sont terrifiantes de quasiment soviétiques, comme San Francisco, comme New York. On a en réalité imposé beaucoup de règles pour finalement faire que la concurrence ne se fasse pas finalement au détriment des métiers qui existent. Il faut essayer de réguler le système, donc le faire intelligemment, doucement. Comment, Jean-Marc Moi, je pense Daniel ? qu'il y a deux attitudes. Il y a 2 attitudes possibles. La régulation, on parle effectivement de San Francisco, on parle du réquisitoire qu'a fait le procureur dans l'affaire des taxis et des VTC, où il dénonçait la pratique illégale de la ponction de taxi. Cette attitude-là est rétrograde, elle est condamnée. C'est soutenir des gens qui, de toute façon, ce que j'appelle des ludites, des gens qui défendent une vision dépassée de l'économie. Et puis la deuxième façon, c'est de préparer l'avenir, d'accepter la concurrence. Parce que la concurrence, encore une fois, c'est davantage de pouvoir d'achat. Et donc, il faut faire des efforts en termes de formation, en termes de soutien de ces populations, de conversion. Écoutez, les taxis, ils ont payé leurs plaques. Ils sont en droit de dire, écoutez, on ne nous avait pas prévenu, on a avancé 200 000 à 220 000 euros. Et qu'est-ce que vous nous donnez en échange ? Donc, il faut être prêt à payer pour détruire ces rentes, mais accepter le progrès. Cette ubérisation, très rapidement, impact direct sur l'emploi. Demain, ce sera un travail moins salarié, plus de multiplicité de statuts. Jean-Hervé Lorenzi ? Oui, sauf que je trouve qu'il est naïf de penser que le salariat va disparaître. Et juste encore un mot sur ce que vient de dire Jean-Marc. Je veux bien. On rembourse toutes les plaques de taxi. Vous savez combien ça coûte, Jean-Marc ? Non, mais on peut les rembourser par des droits à pension, étaler ça dans le temps. On aura l'occasion d'y revenir. Là-dessus, les points de vue diffèrent. En tout cas, on l'a compris. Merci, messieurs. Deuxième partie de ce débrief éco. Dans un instant, on parlera du système de santé français. France Info. 17h, 20h. Clara Lecoq-Réal. Débat à suivre donc avec nos 2 invités. D'ici là, 19h20, l'info avec Yasmina Adila. Les chauffeurs VTC restent mobilisés. Leur barrage près de Roissy est levé. Il n'y a plus d'action en cours, mais ils restent vigilants. Une réunion avec le gouvernement et les représentants des 2 parties est prévue pour demain. Les grévistes demandent à Uber de réduire ses marges sur le tarif des courses. On respire mieux en région parisienne, en tout cas aujourd'hui et demain. Air Paris reste vigilant pour les autres jours de la semaine. En revanche, la région Rhône-Alpes reste sous vigilance. Les principales causes de ces pics de pollution, le chauffage au bois ou encore la circulation routière. La vitesse s'est abaissée de 20 km/h dans l'agglomération lyonnaise. La France propose un projet humanitaire pour Alep à l'ONU. Le texte vise à envoyer des observateurs pour superviser l'évacuation de la ville syrienne. Moscou annonce déjà son intention de poser un veto. L'ambassadeur russe parle d'un texte désastreux. 3 attaques simultanées en Jordanie font 7 morts, parmi eux 4 policiers, 2 civils jordaniens et une touriste canadienne. Les victimes sont mortes dans une série de fusillades près du site touristique de Karak, dans le sud du pays. La Tour Eiffel rouvre ses portes aujourd'hui. Après 5 jours de grève, une mobilisation lancée par FO et la CGT. Ils souhaitaient avoir plus de visibilité sur la stratégie future de l'entreprise. Un accord est signé entre la direction et les syndicats.
France Info. La suite du débrief éco de ce dimanche soir, comme promis, avec Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, et Jean-Marc Daniel du think tank Institut de l'entreprise. On s'attaque ce soir maintenant à un gros dossier, serpent de mer. Quel avenir pour notre système de santé français? Emmanuel Cuny, François Fillon s'y est frotté et piqué cette semaine. Ah oui, alors ce n'est pas un mea culpa, mais une mise au point du candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle. Lundi, c'est dans une tribune publiée dans le Figaro, François Fillon est revenu sur son projet très décrié de gestion du système de santé, s'il accède à l'Élysée évidemment. Alors pas de privatisation de l'assurance maladie, mais responsabilisation des assurés. Rétro-pédalage ou pas, comment soigner, voire ranimer notre système de santé avant qu'il ne soit trop tard? Ce sera l'un des gros dossiers de la présidentielle. Et justement, pour lancer notre débat, je vous propose d'écouter François Fillon qui rappelle l'esprit de ce plan pour l'assurance maladie. Je me dois de répondre aux caricatures, le mot est faible. À aucun moment, je n'ai voulu privatiser l'assurance maladie. Je veux une clarification du rôle respectif de l'assurance maladie et des complémentaires. Jean-Marc Daniel, ces déclarations de François Fillon sur notre système de santé français, c'est un bon diagnostic, mais un mauvais remède ? Alors, il a porté dans son article du Figaro, sur lequel il a essayé de s'expliquer sur la polémique autour de ses positions, il a porté un bon diagnostic en disant que le système était à bout de souffle, que le système était perclus de dettes, 160 milliards d'euros de dettes, et donc le système avait besoin d'être réformé. Et il a dit d'ailleurs, il ne rembourse pas assez, puisqu'il ne rembourse pas le dentaire, et il ne rembourse pas l'optique comme ça devrait. Sauf qu'après, il a dit, la bonne solution... On ne sait pas vraiment quelle est la bonne solution. La seule chose qu'il dit, c'est je ne reviendrai pas sur le statut actuel de l'assurance maladie. Et je crois que là, c'est une erreur. Là, vous le regrettez. Et parce là, que vous voulez la privatisation. Moi, je veux en tout cas la mise en concurrence. C'est-à-dire que je pense que le système ne se corrigera que s'il est en concurrence. On a essayé de le corriger de façon administrative, de façon centralisée. On fait voter tous les ans par le Parlement un objectif national de dépenses d'assurance maladie. Et ça n'empêche pas le système d'accumuler de la dette. Donc, il faut changer totalement de pied. Il faut aborder ça de façon nouvelle. Ouvrir à la concurrence et privatiser le système, honnêtement. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Non, mais j'ai pas de réserve là-dessus. C'est-à-dire, je pense qu'il faut faire de la sécurité sociale l'opérateur historique des assurances maladie, comme ça a été pour France Télécom, qui est l'opérateur historique des télécoms, et préparer vers l'ouverture de la concurrence et la privatisation. François Fillon, vous avez consulté avant son programme? En tout cas, pas pour rédiger son article du Figaro. Jean-Hervé Lorenzi, est-ce qu'il tape là où il faut? Non, mais attendez, moi je suis en désaccord absolu avec ce que vient de dire Jean-Marc, et c'est d'ailleurs ce qui est amusant, intéressant dans l'histoire. Petit 1, notre système de santé, le mot à bout de souffle, on a un système de santé, le vrai critère, c'est combien d'années on vit en bonne santé. Il se trouve qu'on a des résultats formidables. C'est un critère. On peut dire qu'on est à bout de souffle, ceci. Premier aspect. Deuxième aspect, il est à réformer de manière tout à fait de manière significative. Simplement, c'est pas tout à fait les mêmes choses que les télécoms. Quand on joue avec la vie des gens, on est quand même sur des sujets qui sont un tout petit peu plus à traiter avec plus de douceur que. On va voir comment vous allez le réformer. Troisième sujet, je constate que certes, Jean-Marc a raison, parce qu'il a souvent raison, beaucoup de choses, mais pas toujours. Mais je constate que certes, il y a une dette importante, mais que le déficit de la branche santé de la sécurité sociale a quand même décru de manière assez significative. Je rappelle, pour que les choses soient précises, que la croissance des dépenses de santé était de l'ordre de, dans les 20 dernières années, de l'ordre de 5-6%, et est descendue à 2-3%, ce qui est le signe de... Troisième sujet, quand on regarde la part du PIB, la part des dépenses de santé dans le PIB, on est évidemment très en dessous des Américains, et on n'est pas très loin, par exemple, des Allemands. Donc, on n'est pas dans une situation monstrueuse. Maintenant, quel est le sujet? Il faut rendre la carte médicale. La carte médicale, ça c'est un point important. Et là, c'est pas un problème de mise en concurrence. La carte médicale qui fait que telle maternité à tel endroit qui en fait aujourd'hui c'est pas la carte vitale, c'est la carte géographique. La carte géographique, on la modifie, qu'on essaie de rationaliser le dispositif. Je rappelle que les dépenses de santé, c'est en gros 50%, c'est l'hôpital. Donc c'est là où ça se passe. Alors Jean-Marc Daniel, mettre en concurrence la Sécu, également les hôpitaux à ce moment-là? Oui, je pense qu'il faut mettre l'ensemble du système en concurrence. Quant à dire que le système... Donc on privatise aussi l'hôpital? On engage, d'ailleurs ça a déjà commencé. Et encore une fois, je cite souvent le fait que M. Barthelone, qui est quand même représentant les plus à gauche du Parti Socialiste, quand il a eu des problèmes de santé après les élections régionales, il
est allé à l'hôpital américain de Neuilly. Donc, il a mis en concurrence l'hôpital public avec une structure privée qui était en concurrence avec l'hôpital public. Mais la concurrence, elle est à la fois à l'hôpital et elle est avant tout dans ce système de financement, parce que la sécurité sociale, c'est le système de financement. Et le mécontentement est grandissant. Regardez ce qui se passe autour du RSI. On ne peut pas dire que ça fonctionne. Le RSI rend de moins en moins satisfaction aux gens qui en sont les adhérents. Donc, quelque part, il faut challenger ce système et le seul moyen, c'est de le mettre en concurrence. Alors, ça veut dire quoi? Des tarifs plus élevés pour les mutuelles plus tard? On les a vus d'ailleurs, les chiffres, on commence à les voir, hein, plus 2, plus 4% pour certaines mutuelles en 2017. La question, c'est pas de savoir si ça va coûter plus cher, parce que ça va forcément coûter plus cher. Parce que la population vieillit et parce que dans le domaine de la santé, il y a des innovations qui sont de plus en plus onéreuses. La question, c'est de savoir, non pas si le prix est élevé, mais s'il est trop élevé. C'est-à-dire, est-ce qu'on en a pour son argent? Et la seule façon, c'est de pouvoir dire, écoutez, si je ne suis pas content de ma mutuelle, je change de ma mutuelle. Si je ne suis pas content de mon assurance maladie, je change d'assurance maladie. Or là, je ne peux pas. Alors, comment on finance le système? On baisse les charges des entreprises, par exemple. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal tout ça? Vous voyez bien que, non, mais je réponds. Jean-Marc a déjà fait un pas en arrière parce qu'il ne met pas du tout en concurrence les hôpitaux. Enfin, c'est débile, ce serait débile. Et comme il est très intelligent, il a écarté cette solution. Restons polis. Non, mais je suis très poli. Je dis, ce qu'il met en concurrence, c'est les systèmes de financement, c'est les systèmes de gestion, mais pas les hôpitaux. On va pas. L'exemple de M. Barthelone est sûrement très important. Il se trouve que l'hôpital américain est sûrement très bon dans certains domaines, mais il s'avère que la vraie compétition dans le domaine médical, elle est pas, j'allais dire, entre tel ou tel département, tel ou tel hôpital. Très franchement, je pense que ce serait pas une bonne solution. Maintenant, il y a 8% aujourd'hui qui est non remboursé. Aujourd'hui, les particuliers payent 8% des dépenses. En réalité, s'il s'agit de savoir s'ils payent 10, 12, et l'idée qu'avait eu Fillon consiste à dire, je sépare bien ce qui est le gros risque, celui-là, je continue à le mutualiser et à le payer de manière collective, et ce qui est le petit risque. Entre nous, dire que le tube d'aspirine va être payé par les individus qui ont des moyens me paraît pas ultra choquant. Si on baisse les charges, donc, voilà. Oui, c'est ça qui est important. On baisse les charges des entreprises, il y a un effet de ciseau. Il y a un effet de contradiction entre cette politique de baisse systématique de charges et de constat que les dépenses de santé coûtent de plus en plus cher, avec comme résultat cette dette qui sera quand même payée par nos enfants. On fait payer par nos enfants notre santé à cause des rigidités du système. En un mot, ce sera de toute façon le dossier prioritaire, un des dossiers prioritaires du prochain président de la République? Ah, je pense, oui. C'est un des enjeux fondamentaux. Oui. La santé, d'autant plus qu'encore une fois, on a une population qui vieillit et donc c'est un enjeu primordial. Je pense que je pense pas. Je pense que c'est un débat, j'allais dire, très crispé comme celui des retraites. En réalité, tout le monde est à peu près d'accord, contrairement à ce qu'on raconte. Tout le monde sait qu'il faut un peu réformer. La grosse difficulté, c'est la carte médicale de notre pays. Ah oui. C'est ça le problème. C'est pas de savoir si on bouge 2 ou 3 petits trucs en gestion. C'est la carte médicale. Et ça, c'est pas un problème de gauche et de droite. C'est un problème des rapports entre des politiques et des mairies et des maires. Merci Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, Jean-Marc Daniel du think tank Institut de l'entreprise, et merci à vous Emmanuel Cuny. À dimanche prochain.